Radio Germaine. Bon, disons que l'échéance de Paris 2024 est une assez jolie échéance, parce que bon, c'est dans 2 ans et demi, enfin grosso modo. Donc ça, c'est une assez jolie échéance. Il se trouve que quelqu'un a employé le terme de journaliste sportif. Je considère ne pas être seulement un journaliste sportif. Je considère avoir cette ouverture d'esprit qui fait que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, c'est la raison, c'est ce qu'on apprend ici. Donc je m'intéresse à la politique étrangère, je m'intéresse à plein de choses, à l'économie, à la politique américaine qui est mon deuxième pays, mais je m'intéresse également aussi et beaucoup aux arts de façon générale, que ce soit la musique, la littérature, la poésie, tout ça accompagne ma vie, et la littérature, je me considère comme modeste auteur, je ne me considère pas encore comme écrivain, mais il est évident que ça a pris de plus en plus, j'ai publié déjà, 7 ou 8 livres comme ça, dont un dernier qui s'appelle Mémoires olympiques, où je retrace justement un peu la saga des Jeux olympiques à travers mes souvenirs, pas seulement à travers les miens. Donc voilà, tout ceci m'accapare beaucoup, comme d'ailleurs m'accapare de plus en plus mes spectacles autour de grands artistes français disparus, je pense à Georges Brassens ou Jean Ferrat. Voilà, donc tout ceci me passionne beaucoup. J'ai également une passion pour le théâtre. Ce qui veut donc dire, pardon, je ne vais pas faire trop long, mais pour répondre directement à votre question, c'est que la passerelle vers une autre forme d'activité, en fait, elle a déjà commencé et elle se poursuivra, bien sûr. Okay. On l'a dit, et vous êtes réputé pour ça, vous aimez beaucoup le golf. Encore hier soir, nous avons une émission qui s'appelle Tout le sport sur France 3, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Je développais un sujet sur le Masters de golf, qui est le tournoi le plus important, voilà, qui s'est terminé avant-hier soir, donc au sud des États-Unis. À chaque fois que je peux parler de golf, comme un vrai sport et non pas, parce que vous avez raison, je cède les stéréotypes et les clichés dont souffre ce sport, mais à chaque fois que je peux en parler de manière, de manière ouverte à tous, ça c'est une émission qui s'adresse, on va dire, au grand public, je suis là pour le faire. Et d'ailleurs, je pense pouvoir, sans avoir jamais été, considéré comme tel, j'en sais rien, mais être, je pense, un assez joli ambassadeur de ce sport en France, parce qu'au fond, les joueurs français ne sont pas très connus du grand public. Moi, quand j'essaie de parler de golf, je le fais avec passion, avec ferveur, etc. Et je sais très bien que c'est un sport, par exemple, qui est beaucoup moins cher, mettons que le ski. Alors, le ski, c'est un bon exemple. Le ski ne souffre pas de l'image du golf. Mais le ski, vous avez déjà le voyage, le séjour, le matériel, les remontées, que sais-je. Tout ça coûte beaucoup plus cher que le matériel de golf que vous pouvez garder pendant 10-15 ans. Adhérer à un club, peut-être que c'est cher, mais il y a des clubs il y a des golfs municipaux qui sont beaucoup moins chers. Alors effectivement, ils souffrent de cette image, mais cette image est de moins en moins vraie. À mon avis, le principal, vous allez sourire, le principal obstacle du golf, c'est sa difficulté. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont mises au golf, par des raisons autres que l'amour de ce sport, par des raisons de briller en société, et il y en a, de briller en société, etc., on fait fausse route, parce que c'est un sport extrêmement difficile, qui vous apprend une humilité totale. Et je pense que je sais de quoi je parle en parlant de golf, parce que c'est vrai que c'est un sport qui accompagne ma vie, non seulement dans la pratique, mais également dans une certaine forme d'art de vivre, basé sur la confiance, l'honnêteté. Il n'y a pas d'arbitre au golf. Vous dites votre score, je dis mon score, etc. Je ne suis pas naïf, ça n'empêche malheureusement pas à certaines personnes de se compter des coups en moins, etc. Mais moi, je ne vais pas aller vérifier s'ils se comptent des coups en moins. Voilà, pour moi, c'est un sport qui accompagne ma vie, et je sais très bien ces clichés. Je ne pense pas vous donner l'image de quelqu'un de guindé ou de choses comme ça. Donc voilà, moi, les parties amicales que je fais avec plein d'amis, mais plein d'amis, sont des moments de bonheur, et quelle que soit la météo. Donc ça aussi, c'est un avantage. Donc le tennis, c'est la moindre goutte, on arrête. Donc voilà, c'est un sport que j'aime profondément. Ah, mais je le recommande aux étudiants Sciences Po, moi-même golfeuse depuis à peu près 2 ans. Vraiment, ça fait du bien. Mettez-vous au golf. Quelle place vraiment a eu le tennis dans votre carrière? Parce que vous avez pu interviewer d'immenses champions, Rafael Nadal, etc. Mais même un président américain. Exact, ouais. Et donc finalement, quelle place a eu ce sport dans votre carrière? Je dirais prépondérante, mais justement, je reviens à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Prépondérante au début, parce que il y avait un accès qui était extraordinaire, c'est-à-dire qu'on pouvait aller quasiment dans les vestiaires, à l'entrée des vestiaires, et même dans les vestiaires, parce que je n'ai jamais aimé faire. Je trouve qu'il faut
respecter une certaine intimité, une certaine pudeur. Mais bon, d'ailleurs, à l'époque de Clinton, c'est de lui qu'il s'agit. Cette interview, je l'ai eue à la sortie des toilettes. Donc, pas des toilettes publiques, évidemment, des toilettes de la tribune présidentielle. Mais aujourd'hui, on n'a plus accès ni à la tribune présidentielle, ni encore moins aux toilettes de la tribune présidentielle. Donc, aujourd'hui, si je ne sais quelle personnalité venait, eh bien, ce ne serait sans doute pas possible de la voir. Donc ça, c'est une vraie évolution que je regrette infiniment. Mais pour répondre à cette question, oui, le tennis, à travers Roland-Garros, à travers la Coupe Davis, qui malheureusement n'existe plus, a eu une jolie part dans mon itinéraire professionnel, ça c'est certain. Oui. Une question sur un joueur que vous connaissez bien qui vient d'annoncer sa retraite, c'est Jo-Wilfried Tsonga. Il a été battu malheureusement hier au premier tour à Monte-Carlo par Marin Cilic. C'est très compliqué pour lui ces dernières années avec beaucoup de blessures, mais ça reste un très grand joueur de l'histoire du tennis français qui tire sa révérence. 18 titres en simple notamment, 2 demi-finales à Roland-Garros 2013-2015, meilleur classement 5e mondial. Donc que pouvez-vous nous dire sur ce joueur puisque vous l'avez côtoyé à de nombreuses reprises? C'est un garçon pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je regrette simplement qu'il se soit un petit peu, à l'image avant lui d'un garçon qui s'appelait Cédric Pioline, qui s'appelle toujours Cédric Pioline, et qui avait à peu près le même type de classement, le même type de performance. Je regrette qu'il se soit un petit peu barricadé, c'est-à-dire qu'il n'est pas... qu'il ne soit pas ouvert davantage. Mais sinon, je n'aurais que des... Mais ça, c'est sans doute de la timidité. Mais j'aurais que le pire scénario, ça serait de tomber contre un qualifié ou que sais-je, et de se faire au premier tour. Mettons, en revanche, s'il affronte, je ne sais pas, un Nadal au premier tour, ce qui est possible en plus, parce que comme il n'est plus tête de série, là, c'est différent. S'il perd contre Nadal, personne ne va lui reprocher. Et je pense que intérieurement, c'est probablement ce qu'il souhaiterait. Pas de perdre. Silic, bon, c'est déjà un joueur, il est costaud, mais pas de perdre contre un joueur peu connu, et si possible pas contre un Français non plus. Oui. Et ce qui est possible, pourtant. Ah bah oui, le tirage au sort, le concernant lui, il est intégral. Il n'est pas protégé. Alors, comment voyez-vous le Roland-Garros de cette année? On a des absents, Medvedev, Nadal qui reviendront peut-être à temps. Nadal reviendra. Le retour de Djokovic cette semaine à Monte-Carlo, la next-gen avec Tsitsipas ou Zverev et surtout l'OVNI Alcaraz. Et chez les femmes, tournoi plus ouvert que jamais après l'annonce surprise de la retraite d'Ashley Barty. Bah écoutez, dans tous les noms que vous avez cités, je pense se trouve le vainqueur. Alors je ne vais pas vous dire, je pense que... J'ouvre une petite parenthèse, si vous me permettez, sur Medvedev, russe. Et c'est là qu'est la parenthèse. Nous étions récemment au championnat du monde de patinage artistique à Montpellier, il y a 15 jours, au match revanche des JO. Bon, au JO à Pékin, à Pékin, c'est Tokyo et Pékin. À Pékin, il faut savoir que 8 médailles sur 12 ont été remportées par les patineurs russes. Bon, on interdit aux patineurs russes ce que je peux comprendre, même si je trouve que ça ne sert à rien et que ça ne résoudra en rien la guerre en Ukraine, de faire payer des gens qui n'y sont pour rien, mais enfin, je le comprends. Acceptons-le. Là où je ne comprends plus, c'est qu'on interdise à tous les patineurs russes, à tous les artistes, à tous les chanteurs, à tous les musiciens, à tout ce qui fait le cœur de la Russie, c'est-à-dire les arts et le sport, et que Medvedev, numéro 2 mondial, ex-numéro 1, lui, puisse continuer à jouer sur tous les circuits du monde. Là, il y a une forme d'incohérence. Et pour vous dire la vérité, je pense que la blessure dont il souffre est diplomatique. J'en suis même quasiment persuadé. Parce que bon, ce que je dis, tout le monde le pense. Après, le problème, c'est que les fédérations, entre elles, ne se concertent pas forcément pour prendre la même décision. Après, je sais pas si Roublev continue à jouer, lui. Je ne sais pas, je crois qu'il continue à jouer. Je crois que Medvedev, ils avaient annoncé une opération 2 peut-être après. Moi, je veux dire, j'ai rien contre Roublev, mais c'est pas Medvedev, n'est-ce pas? Donc voilà, Medvedev, c'est vraiment l'un des porte-parole du sport russe, l'un des porte-étendards du sport russe, et c'est ça ce qui me gêne. Donc, par contre, pour répondre à votre question, moi, je pense que Nadal s'il est au sommet de ses moyens, et sinon il ne s'inscrira pas dans le tournoi. Mais je pense qu'il sera rétabli. Là, apparemment, ça se passe beaucoup mieux. Je pense qu'il est encore capable de gagner ce tournoi, et je pense en plus de le gagner assez confortablement. Je pense que sa victoire à l'Open d'Australie, qui dépasse l'imagination, ce match-là était vraiment un scénario incroyable. Ouais. Je pense lui a reboosté. Et puis bon, malgré tout, même s'il ne le dit pas, ce record de tournoi du Grand Chelem qu'il détient donc désormais, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là, et que
Si on juge par ces statistiques, moi j'aime pas trop dire le meilleur joueur de tous les temps, parce que on peut pas comparer vraiment avec des Edberg, des Sampras, etc. Mais enfin bon, puisqu'apparemment mes confrères sont très obsédés par ça, aujourd'hui statistiquement Rafa est devenu le meilleur joueur de l'histoire. Donc voilà, mais encore une fois, ce que je disais, c'est que ce sont ces qualités humaines qui pour moi en font ce qu'il est aujourd'hui. Je me permets une petite parenthèse sur le patinage russe qu'on a brièvement évoqué. Quelque chose dont on a beaucoup parlé entre nous à Germain Sport, c'est la question des patineuses russes, notamment des très jeunes patineuses russes au JO de Pékin, donc pour rappeler des questions de dopage, des chutes pour la patineuse dont j'ai mangé le nom. Valieva. Kamila Valieva. Voilà, et moi c'est vrai que... D'un point de vue très personnel, je suis assez inquiète sur la gestion de ces sportifs qui sont très jeunes et qu'on pousse au bout de leurs limites. Est-ce que c'est quelque chose dans le patinage russe qui pose question véritablement dans le sport, ou est-ce que c'est simplement des discussions à côté qui n'auront pas d'impact ? Non, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très inquiétant. D'ailleurs, c'est curieux, c'est davantage vrai chez les filles que chez les garçons. Oui. Il y a donc un camp d'entraînement qui est à Saint-Pétersbourg, qui est dirigé par une certaine Eteri, avec un nom, consonance géorgienne, Tikouradze, un nom un petit peu compliqué. C'est cette jeune femme blonde frisée comme ça que vous voyez en bord de piste. Où je n'hésite pas à dire que ces élèves sont considérés un peu comme des... on les jette et on les reprend. Plus exactement, on les jette et on les reprend pas. Là, je suis extrêmement, extrêmement préoccupé de ça. Je trouve qu'on les prend beaucoup trop jeunes. Aujourd'hui, à 10-12 ans, ces patineuses qui ne sont pas encore formées, qui ne sont pas encore... font des difficultés égales à des garçons de 10 ans de plus qu'elles. Et à 14 ans, elles sont souvent jetées dans la rivière. Donc ça, c'est quelque chose qui me heurte profondément. Je sais pas si ça répond à votre question. Quant à cette histoire de Kamila Valieva, je pense qu'il s'est simplement passé qu'elle n'a pas pu supporter cette pression. On lui sort un compte... Comment ? Bien sûr, elle est très jeune. Elle a 15 ans. À 15 ans, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas elle qui a décidé de prendre tel ou tel produit. On lui a dit on lui sort un contrôle antidopage 1 mois et demi après, juste avant le programme libre des JO. Moi, je pense que ça sent une forme de machination, tout ça, et j'ai trouvé toute cette histoire désolante. Natation, 4 fois 100 mètres relais, nage libre aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Les États-Unis largement favoris, Australie, Canada, Russie, Chine, enfin bref, l'équipe de France doit terminer entre 5e, 4e, peut-être 3e au mieux du mieux. Et puis, il y a une sorte de miracle qui se produit. Amaury Levaux, le premier relayeur, Lefer, Gillot, Agnel. Alors l'équipe des États-Unis, vous avez Phelps, vous avez Lochte, enfin voilà, vous avez Et il se trouve que le dernier relais de Yannick Agnel, c'est de lui dont je parle, a été absolument phénoménal. Et donc, les 4 sortent de l'eau. Et à ce moment-là, je crois avoir rarement vu 4 jeunes gens aussi heureux, qu'on a vraiment envie de partager ce bonheur. Et Yannick me dit, hors antenne, j'étais content qu'il me le dise hors antenne, parce que sinon encore, je vais me faire tu es comme notre 5e relayeur. Ça, c'est très touchant. C'est très, très touchant. Et donc, je garde un souvenir mémorable D'ailleurs, je garde un souvenir mémorable de ces Jeux Olympiques de Londres 2012, de façon générale, parce que la ferveur du public britannique est tout simplement extraordinaire. C'est pas la peine d'aller si loin pour voir, c'est à 300 km. Et je garde un formidable souvenir de ces JO de Londres. On est bien avancé déjà sur la question suivante, parce que c'était une question un peu collective cette fois, de savoir quelle était pour chacun votre interview préférée selon nous. Vous nous avez un peu donné votre point de vue sur les vôtres. Alors on a Alexandre du coup. Alors pour moi c'est Bolt à Rio 2016, où vous rattrapez Usain Bolt pour lui poser une question, à savoir est-ce qu'il a un dernier mot pour la France, et est-ce que c'est pas un peu ça de journaliste sportif, réussir à rattraper Usain Bolt? Vous avez alors je l'ai rattrapé sur une très courte distance, parce que il est très fort sur une courte distance, Usain Bolt. Pensez bien que oui, non, mais là pas sur 100 mètres, sur 10 mètres peut-être, mais oui, vous avez bonne mémoire, Alex.
Vous avez bonne mémoire. Oui, disons que ça fait partie. Moi, j'ai toujours considéré ce métier comme avant tout transmettre une certaine joie de vivre. D'ailleurs, je pense, avec tout ce qu'on traverse actuellement, je pense que le sport à la télévision, c'est avant tout donner de la joie de vivre aux gens, que les gens soient heureux de suivre, etc. Donc moi, j'ai toujours considéré que c'était ça. Et donc avec Bolt, je dirais que c'était assez facile parce que la personnalité est très attachante. Il venait souvent avec un casque et des reggae jamaïcains qu'il écoutait. Puis là, how's my good friend from France, mon ami de France. Bon, voilà, tout ça est très sympa et voilà. Donc je pouvais me permettre, et je crois qu'il est revenu d'ailleurs. Je crois qu'il est revenu. Hi, hello to France. Voilà. Tout ça, j'adore. Et je pense pouvoir dire que les téléspectateurs aiment bien aussi. Oui, on adore. Oui. Voilà. Si vous voulez, tout ce qui sort du chemin, établi. Voilà, exactement, je pense, est plaisant. Voilà. Moi, du coup, c'était celle de Pierre-Ambroise Boss en 2017. Ça, c'est l'exemple type. C'est vraiment, quand on regarde ça devant la télé, oui. C'est l'exemple inattendu. type, bien sûr. On rigole. Et ça, voilà. Surtout pour une fois, c'est un titre, un tour de magie, comme il a dit, un dernier tour. Ouais. Il se demandait ce qui lui arrivait, quoi. Non, mais c'est ça, on peut voir véritablement même la surprise sur son visage, j'ai l'émotion pure, et c'est ça qu'on aime voir dans les commentaires juste après l'exploit. C'est le sportif qui vit l'émotion en même temps que le téléspectateur, et il y a vraiment une connivence entre tout le monde, et je trouve ça très beau dans le sport. J'aime bien le terme de passeur d'émotions. Oui. Parce qu'au fond, c'est ça. Ça peut être des émotions positives la plupart du temps, mais ça peut aussi être des émotions tristes. Ça peut aussi être... Parce que le sport, c'est la vie. Il y a des moments de joie fantastiques à partager, et puis malheureusement, il y a des moments de détresse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand on se prépare pendant des années pour un objectif qu'on n'y parvient pas, c'est une véritable détresse. Et donc voilà, être là pour... consoler si possible avec les mots justes, parce qu'il n'y a rien de pire que ça tombe à plat. C'est facile de se réjouir de la victoire, tout le monde est capable de se réjouir. Il n'y a qu'un seul gagnant. Voilà, exactement. C'est très juste ce que vous dites, Victor. Et en plus, Moi, je vais considérer qu'une médaille d'argent dans un championnat d'Europe ou dans un monde ou olympique, moi je vais trouver ça formidable, la médaille d'argent. Mais l'athlète peut-être va être extraordinairement déçu. Donc, il faut. Je me souviens avec Lavillenie, le perchiste que vous connaissez, je ne sais plus dans quel championnat, il était deuxième. Je dis, Renaud, enfin super, médaille d'argent. Il me dit, c'est une manière de voir les choses. Oula. On va peut-être un peu faire marche arrière là. Non mais c'est très. En plus j'étais complètement sincère. Médaille d'argent, c'est quand même. Voilà, donc tout ça, effectivement, il y a qu'un seul vainqueur. C'est juste. Il y a toujours plus de tristesse que de joie de toute façon après. Par définition. Ouais. Simon, du coup, ton interview préférée de Nelson Montfort? Alors moi, c'était au début comme Victor. Honnêtement, c'était votre interview avec Monsieur Boss. Après, voilà, j'ai pensé aussi à votre... lorsque vous traduisiez, c'était après un grand tournoi de tennis, vous aviez dit Luigi. Ah oui, ça c'est drôle. Michael Chang. Alors en fait, je vous raconte l'histoire brièvement. C'était finale de Roland Garros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 000 personnes, là, forcément il y a un peu de brouhaha, bon. Et Michael remercie son frère, son entraîneur, etc. Et puis il remercie Lord Jesus, seulement Lord Gigi, comme ça, avec 15 000 personnes autour. Alors, parce que ce qui est un peu bête, c'est qu'à quart de finale, demi-finale, il me parlait à chaque fois du Seigneur. Donc. Et effectivement, il remercie un certain... Luigi, que j'avoue ne pas connaître, comme si c'était le pizzaiolo du coin. Alors que bon, il remerciait Jésus, lui, bon, je le connais quand même. Donc voilà, mais bon, là, sur le coup, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Là, c'est quand même une confusion quand même. Et puis au fond, après, qu'est-ce qui reste? Il reste plutôt des moments de... On rigole. Exactement. Et le dernier moment, Hugo, ton moment, mon fort préféré. Ouais, moi c'est un autre moment à Roland Garros assez drôle, c'est quand vous chantonnez sur le toit au-dessus du court et que vous entendez pas et vous interrompez un match. I'm singing in the rain. Vous connaissez tous cette chanson. On l'a regardée ensemble, ça nous a régalé cette vidéo. Parce qu'il pleuvotait effectivement un peu, ce qui arrive souvent à Roland Garros. Le problème, ce que j'avais oublié, c'est que le tournoi était à huis clos. Et voilà. Ouais. Évidemment,
D'ailleurs, c'était un cours annexe, je sais plus Oui, quel cours oui, c'était. oui. Bon. Et donc, du coup, huis clos, ça veut dire 0 spectateur en substance. Et donc, évidemment, l'arbitre, le joueur, etc. Et alors, enfin bon, et voilà, pareil. Encore que là, bon, là, c'est vraiment plutôt sympathique. Oui. Là, c'est pas, mais même j'étais presque prêt à continuer à chanter. Tant que je sais plus qui jouait, je crois qu'il y avait John Isner, le joueur américain, je sais plus qui d'autre. Enfin voilà. Mais alors là, c'est sympathique, quoi. Mais alors, en plus avec le casque sur la tête, donc ouais. Vous pouvez pas. On n'entend pas. Vous n'entendiez pas, parce que les autres, après, essayaient de vous dire de... Singing in the rain. Et vous entendiez pas, ok, c'est pour ça. Et Et on encore, allait ils ont eu que le couplet, ils n'ont pas eu le refrain. Mais ils auraient aimé tout avoir. Peut-être. Et on allait oublier Zoé, ton moment mon fort préféré. Alors, instinctivement, j'aurais répondu comme Alex, Usain Bolt, parce que je me souviens avoir regardé ma télé et avoir été absolument subjuguée par ces moments. Mais du coup, je me suis refait des petites compiles et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé voir, du coup, ça s'est passé avant que je sois née, mais en 96, lorsque vous interviewez Michael Johnson après son exploit et que vous lui parlez pendant longtemps, vous faites la traduction et il finit par décider de partir. Oui, alors parce que là aussi, bon, ce qu'il y a, c'est que bon, là, je me suis un peu enflammé, etc., parce qu'il avait battu le record du monde du 200 mètres. Et comme il y a la traduction derrière, forcément, c'était un petit peu plus long que. C'était pas si long que ça, c'était un petit peu plus long. Voilà. Et donc, il s'en va. Et alors là, du coup, par contre, là, contrairement à Bolt où il y avait 10 mètres, il s'en va vraiment. Il s'en va vraiment. Et dans l'oreillette, le réalisateur me dit non, il faut le rattraper. Alors, rattraper le recordman du monde du 200 mètres, là, c'était au-dessus de mes forces. Mais là aussi, alors ça c'est drôle avec Michael Johnson, qui aujourd'hui travaille comme consultant, pas pour la télévision américaine, mais pour la BBC. Bon, il est très bien, il a beaucoup d'allure, je ne sais pas si vous voyez physiquement bien. Et il me dit, mais vous savez, moi en Amérique, tout le monde m'a oublié, mais ici en Europe, grâce à vous, grâce à cette... Comment est-ce qu'il l'a vu? Je n'en sais rien. Grâce à cette séquence, on me connaît, etc. Et on échange de façon très, très plaisante. Que changer pour que les Jeux puissent continuer à vivre? Pour moi, c'est extrêmement simple. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon dernier livre, Mémoires olympiques, où je me projette un petit peu sur la suite. C'est extrêmement simple. Que les Jeux olympiques d'été aient lieu systématiquement à Athènes, Grèce, où ils sont nés, et que les Jeux olympiques d'hiver aient lieu systématiquement à Chamonix, où ils sont également nés. Voilà, ça arrangerait tout. Ça arrangerait tout. En plus, bon, je pense qu'il y a à la fois la tradition, le lieu de naissance, etc. Il y a de moins en moins de villes candidates. Ça veut dire quelque chose, ça. Donc voilà, je sais très bien que je prêche dans le désert, encore que certaines tentes de bédouins commencent à s'installer dans ce désert. Mais à ce moment-là, comment les financer si c'est toujours le même pays qui doit avoir cet effort-là? Ce sera beaucoup plus facile à financer que si ça changeait à chaque fois. À partir du moment où vous avez cette question, les infrastructures. Si vous avez les infrastructures qui ne bougent plus, c'est déjà financé d'une certaine manière. Et d'ailleurs, Athènes est un bon exemple parce qu'Athènes, tout le monde pensait que ça s'écroulerait. Alors c'est vrai que l'économie grecque n'a pas bénéficié de ça, c'est sûr. Mais enfin, les installations, elles sont là, elles existent. Quant à Chamonix, les sports d'hiver, il y a tout. Il y a la patinoire, il y a le curling, il y a le ski, évidemment, il y a tout. Donc, il y a le bobsleigh. Donc, voilà, moi, c'est ça. Ça, c'est mon idée, c'est ce que je préconise depuis longtemps. Et on constate que ce désert commence un petit peu à se peupler de personnes qui ont l'air d'avoir la même opinion. Donc, voilà. Et enfin, sur les JO 2024, comment les réussir au-delà de l'aspect sportif? Quel est votre plus grand espoir français pour ces Jeux? Et comment expliquer une sorte de différence entre les succès des sports collectifs en France et le moindre succès des sports individuels? Alors, je vais également vous faire une réponse qui n'est pas très politiquement correcte, mais c'est un fait. Combien de pays au monde pratiquent le handball? C'est moi qui vous pose la question. Surtout en Europe. Une vingtaine, 7, peut-être. non, beaucoup moins. 6, 7 pays. Et combien de pays sont capables de remporter la compétition? 3 ou 4. Les pays scandinaves, l'Allemagne et nous. Voilà, bon. Donc allez, on va dire, en tirant vraiment à la ligne 10 pays. Combien de pays, donc sport collectif, combien de pays pratiquent l'athlétisme? 220. Alors à partir de là, si vous voulez, moi on peut me dire qu'une médaille d'or vaut une médaille d'or jusqu'à un certain point. Je pense quand même qu'une médaille d'or dans un sport pratiqué par 200 pays est quand même plus significative. Alors, effectivement, les handballeurs ne vont pas aimer qu'on dise ça, mais ce n'est pas leur faire offense, c'est simplement la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça, c'est ainsi. Alors je mets à part évidemment
l'extraordinaire médaille d'argent du basket, parce qu'alors là, c'est un sport mondial. Et pour moi, dans ce dernier week-end de rêve à Tokyo, c'est la médaille d'argent du basket qui, pour moi, vaut le plus. Parce que là, en plus, on perd contre les USA, et pas de beaucoup. Et en volley aussi, ça s'était jamais fait. Volleyball est plus pratiqué que le handball, mais moins que le basket. Mais enfin, effectivement, c'est un sport international. Comment ? Au niveau de la France, c'est quand même une très belle remontée pour l'équipe de France. Je suis d'accord. Le volleyball, non, c'est surtout le handball, où on a quand même 2 médailles d'or. C'est tradition, surtout. Oui, mais voilà, c'est juste ça. Alors, j'ai appris avec effroi qu'on allait mettre les basketteurs dans un hangar de la porte de Versailles. Je ne sais pas si ça... Je crois que ça va changer. Ouais. Enfin, non, mais qu'on envisage ça. Enfin, si ça vient de la mairie de Paris, plus rien ne m'étonne. Mais enfin, voilà, je ne sais pas qui envisage ça, mais ça, c'est une insulte. Pour limiter les dépenses économiques. Oui, enfin bon. Mais bon, après, c'est... Vous allez le mettre au parc des expositions, mais oui, je crois que ça va être changé. Dans un hangar. C'est trop petit. Ben, trop petit pour le basket, c'est presque un pléonasme. Parce que les joueurs, déjà, sont... Mais voilà, donc voilà. Mais j'espère je joue au pont très honnêtement. J'espère que ces jeux se passeront bien. J'ai quand même certaines sources d'inquiétude. Et surtout, ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est que, je ne sais pas qui a dit, on vise 70 ou 80 médailles. Ça, c'est ridicule de dire ça. Oui. C'est ridicule parce que, déjà, c'est impossible en 3 ans, en 2 ans, de passer de 40 à 80. Et là, on était à 33. Et voilà, exactement, c'est impossible. Donc, ça veut dire que si on n'a que 79 médailles, ça sera décevant. Je veux dire, il ne faut pas dire ce genre de choses. En plus, je trouve que c'est un côté un peu prétentieux. Et d'ailleurs, le succès des Jeux Olympiques ne dépend pas uniquement du nombre de médailles. Ça dépend également de l'organisation, de la chaleur, de la générosité, de l'accueil. Et j'espère que nous serons à la hauteur. Donc peut-être pour finir sur une note un peu positive, du coup, un joueur, un sportif, un espoir français que vous espérez voir briller à ces Jeux de Paris ? Ça, c'est une bonne question. Je suis en train de chercher parce que il n'y a pas de... Le problème, c'est que nous avons connu si on considère les deux sports olympiques majeurs que sont l'athlétisme et la natation, on va dire. Bon, on peut ajouter la gymnastique, ça. Mais dans les 2 sports olympiques majeurs, je pense que la relève est plus compliquée à aller. Alors moi, je vais quand même vous donner un nom. Puisqu'on parlait de Lavillenie, il se trouve que le hasard des circonstances m'a rendu assez proche du frère cadet de Renaud qui s'appelle Valentin, qui est un garçon super et qui, lui, un jour donné, je crois il y a 3-4 ans de différence entre les deux, donc il sera à son pic de forme, qui un jour donné peut sortir un exploit. S'il m'écoute, je souhaiterais que Valentin Lavillenie sorte un exploit dans l'une des plus belles disciplines de l'athlétisme, qui est le saut à la perche. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour cette émission. C'est tout pour cette semaine et c'est vraiment un plaisir et un véritable honneur. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de retrouver quelques j'allais dire camarades, non, parce que nous ne sommes pas la même génération, mais en tout cas au même endroit. Et c'est pour ça que je vous ai répondu oui tout de suite. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir aussi, merci. Ouais, merci beaucoup. On remercie Nelson Montfort, on remercie nos auditrices et nos auditeurs et on vous dit à la prochaine sur les ondes de Radio Germaine. Radio Germaine.